Salut à tous et bienvenue dans Posé. Et aujourd'hui, je suis posé avec Jordi Blanc et qui est Pierre-Hugues José. Alors, le rappeur scientifique, je vois ça tout le temps à chaque fois qu'on parle de toi. Ça t'agace pas un peu cette case dans laquelle on t'a mise? Non, bah c'est ce que j'ai fait. Hein. Tu sais, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Du foot, puis de la science, quoi. De la physique fondamentale, jusqu'aux neurosciences. Et puis après, le rap, de la musique, quoi. L'artistique. On appelle ça la polymatie. C'est-à-dire qu'un scientifique musicien est un polymathe. Et c'est fréquent, hein, quand tu regardes les Einstein. Ils avaient une passion pour la musique en parallèle. Il y a beaucoup de grands scientifiques qui étaient passionnés de musique en parallèle. Je dirais que ça va de pair. Ouais, Frank Zappa notamment, qui voyait des maths dans les partitions aussi. Lui, c'est l'inverse. C'était un musicien qui était très attiré par le côté scientifique du truc et il voyait ça aussi de cette façon-là dans ses compositions. C'était assez intéressant. Mais toi, parce que je trouve que c'est un peu l'intro facile avec toi, parce que t'as un compte Instagram énorme, t'as beaucoup d'abonnés. T'as commencé sur Insta avec le rap et l'humour. C'était quoi en premier? Par quoi t'as commencé sur Insta? Le rap. Au début, je faisais rap. Ouais, il y avait plusieurs comptes comme ça, et ils donnaient la chance. C'était des comptes qui avaient pas mal d'abonnés, donc ils donnaient la chance à des gens qui étaient paumés au fin fond de la France, dans l'Hexagone. Et puis ils donnaient la chance à ces gens-là, parce que le but c'était d'avoir un téléphone qui filmait, on se mettait dans un coin, on faisait un petit freestyle d'1 minute, puis s'il était quali, le tenancier du bordel, il nous relayait. Et puis après les gens, ils voyaient ça en Dordogne, ils voyaient ça dans le Nord, en Bretagne, dans le Grand Est. Puis ils se disaient, putain, il est bon, il vient d'où? Et puis, de fil en aiguille, tu vois, c'est un peu comme la télé, la radio, là, c'était les réseaux sociaux. Ouais. Donc je passais par ça. Et ça s'est un peu calmé. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, ce truc-là. Après, ça s'est calmé, et puis il y a eu la vague TikTok. Donc il y en a qui ont pris la vague TikTok, il y en a qui n'étaient pas intéressés dès le début. Puis là, on voit que même des très grands artistes, qui n'avaient pas besoin de ça, ils s'y mettent. Ouais. Ça veut quand même bien dire que TikTok a bien détruit le game. Moi, je me suis foutu dedans dans les débuts. Ouais. Pas dans les tout débuts, mais je pense que j'ai pris l'avant-dernier wagon, quoi. J'étais encore dans le bon train. L'avant-dernier wagon, ouais. Ouais, moi, c'est un wagon que j'ai complètement raté, TikTok, je t'avoue. T'as quel âge maintenant? À ton avis, tu me donnes quel âge? Ah, vas-y. Je sais pas, je pense qu'on est à peu près... T'es plus jeune que moi, mais on n'est pas loin, donc je pense que tu dois avoir, je sais pas, je suis mauvais en ça, entre 37 et 42. Racine carrée de 625. De tête, là? Je sais pas. C'est toi le matheux? Tu l'as pas? Non. Bah, tu t'approches chez toi avec une calculette. Ah. Les gens le feront aussi chez eux, et puis comme ça, ils auront mon âge. Allez, ça roule. Tu as racine carrée de 625. Ça roule. Juliette, calcul en régie, envoie, et ensuite petite incursion de Rémi dans l'interview. Alors, on va commencer par le début déjà. Puisque rappeur scientifique, on a commencé déjà par je pense la musique, parce que c'est le truc que tu as commencé en premier, dans l'école Valli, c'est ça. À Vesoul. Est-ce que Patrick Valli, c'était ton prof de piano? Non, c'était Lina. Ah, c'était Lina qui était ta prof? Ouais. D'accord. Lina Valli. Ok. C'était une chanteuse de jazz, mais pas que. La fondatrice de l'école avec son mari, du coup. Ah non, attends, c'est ses parents qui ont fondé? Non. En fait, ils sont plusieurs frères et sœurs. Ouais. Il y avait Raymond Valli. Et Raymond Valli, c'était à l'époque, il y avait l'APH et après qui est devenu l'AMF. Et ils organisaient des concours. Donc, localement, c'était sur Pont-de-Roide. Et si on était qualifié et qu'on avait un bon résultat, on allait à Chaville, au conservatoire. Et en gros, on avait des partitions jazz et des partitions plus contemporaines. Et fallait les jouer. Et voilà, fallait être au top du top, quoi. Quand il y avait un soupir, une blanche, une croche, un triolet, voilà, fallait faire le truc parfaitement pour avoir le premier prix. Et il me semble que c'était une manière de devenir prof de musique. Je crois que si tu avais 2 diplômes dans ce mode opératoire, par exemple en accordéon et en piano, ou en guitare et en orgue, on pouvait devenir prof de musique. D'accord. Et moi, j'ai fait ces concours-là, mais j'ai surtout appris, c'est surtout Lina qui m'a donné le goût à, je dirais pas la musique moderne ou contemporaine ou d'époque, la musique qu'on écoutait quand on était au collège, au lycée, mais elle m'emmenait vers d'autres horizons, vers d'autres, plus du jazz manouche, gypsy, même de la musique classique. J'ai découvert aussi la musique classique. Elle voulait justement, qu'on s'ouvre et puis qu'on découvre tout un tas de trucs. Et ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai commencé
arrivé vers la trentaine, c'est que des fois j'écoutais la radio ou je regardais un film, des petits films d'auteur, et puis des fois il y a une musique, tu vois, t'as ta BO derrière, et puis je me dis, putain, mais je connais ça. Et en fait, j'allais faire mes recherches, et je connaissais parce que justement, c'est ma prof. J'avais appris ce morceau, j'avais les partitions, et j'avais appris ce morceau. Donc c'est là où on se dit, ouais, faut être curieux, quoi. Ah, les profs, ils sont faits pour ça, hein, spécialement les profs de musique sont faits pour ça. J'ai une question pour toi, si j'ai eu un prof de musique aussi qui m'a appris 2-3 choses que j'ai suivies pendant une dizaine d'années. On repart toujours avec quelque chose de notre prof, un truc qui reste avec nous tout le temps. Qu'on soit dans la musique ou tu vois qu'on soit à côté d'un instrument ou un truc, il y a toujours un truc qu'un jour notre prof de musique nous a dit qui reste avec nous à vie. Et toi, c'est quoi cet enseignement? Ah bah moi, elle m'a fait pleurer hein, quand j'étais petit. Parce que elle avait raison. Je fonctionne à l'affect, moi, c'était un peu comme une maman. Hein. Et j'allais jouer au foot avec les potes. Puis j'allais à l'école aussi, mais je foutais pas grand-chose. Il y a une période, je mettais de côté la musique. Donc j'allais au cours, c'était une fois par semaine. Puis quand on passait au solfège, je faisais style que j'avais bossé le truc. Donc tu vois, t'es là, t'as ta partoche, puis tu fais ton solfège, tu tapes avec la main, tu vois, sur la cuisse. Puis le truc, je le maîtrisais pas du tout. Et du coup... elle savait que j'étais capable, elle voyait direct que j'avais rien fait. Et moi, vu que je suis fier, je disais non, mais c'est trop dur, pourtant j'essaie, mais j'arrive pas. Mais tu vois, quand t'es gamin, t'essayes de. Un petit filou, tu vois. Tu le vois. Et elle savait utiliser les bons mots pour me dire on se fout pas de ma gueule, moi. Et je l'aimais bien pour ça. Et ensuite, il y avait la prof de musique du collège aussi, où là, c'était autre chose, je dirais pas le nom, mais elle, c'était un véritable carnage. C'est-à-dire que dans ses cours, en fait, les gens se levaient. Ils jetaient des trucs sur le tableau, ils se battaient, ça montait sur les tables. C'était vraiment un carnage. Elle tenait pas son cours, quoi. Elle tenait pas son cours, et ce que j'avais fait un coup, c'est que je suis allé au piano, puis j'ai commencé à jouer 2-3 conneries au piano, et là, tout le monde regardait. Tu vois, les gens se sont tus. Et en fait, elle m'a engueulé devant tout le monde, parce que je n'avais pas à jouer au piano, tu vois. Mais je suis sûr que dans le fond, elle était quand même contente parce que ça a un petit peu apaisé, ça a un peu calmé le cours. Et vu que j'étais quand même un petit élément perturbateur, ça se voit sur les réseaux, j'aime faire le con. Ouais. Donc t'étais comme ça à l'école ou j'aimais trop. En fait, j'aimais plus que tous mes camarades, ils disent t'as vu ce qu'il a fait là, la blague qu'il a fait devant le prof, c'est un génie, c'est un ouf. Et j'étais plus content de ça que d'avoir 18 sur 20 au contrôle. D'accord. J'étais le genre d'énergumène. T'étais l'amuseur de la classe. Ben c'est pour ça. Et du coup, quand la prof de musique, je me rappelle, on est parti du cours, et puis elle m'a dit je ne peux pas te laisser jouer du piano devant tout le monde. C'est interdit, tu n'as pas le droit. Mais par contre, c'est vrai que ça a fonctionné, c'était calme l'espace de 5 minutes. Puis elle est repartie comme ça. Tu vois, elle est repartie dans la classe comme ça, un petit peu... Elle était un peu tristounette, cette prof-là. Mais moi, je l'aimais bien. Elle était brillante, elle avait un savoir. Mais à cet âge-là, tu penses à faire le con. Tu penses à jouer au foot, à draguer les filles, et puis à jouer aux jeux vidéo. Musique, c'est pas une matière qui compte pour beaucoup. Bah ouais, et puis ils ont des impératifs, surtout à l'époque. Ils nous montraient des trucs... je sais pas, à l'époque, c'était la mode de... C'était qui? Il y avait Avril Lavigne. Parce que là, c'était Taylor Swift, là. C'était l'Avril Lavigne de l'époque, tu vois. Donc nous, à notre époque, c'était qui? Avril Lavigne. Puis il y avait le Peura aussi, hein, à l'époque. T'avais du Tragédie, des machins comme ça. Donc ils écoutaient ça, les gamins. Tu sais, quand t'es au collège. 6e, t'as le baladeur CD, t'écoutes Tragédie et puis Avril Lavigne, tu vois. Donc quand t'as le temps en merde avec du Bill Evans ou j'en sais rien, moi, du jazz, du Coltrane, parce qu'on étudiait ça. Hein. Ouais. Bah les gamins, ils en avaient rien à branler. Hein. Ouais. Mais pas toi. Parce que tu suivais les cours de musique. Oui, puis... Et moi, putain, puis c'est comme ça que je draguais, parce que les gonzesses, elles se mettaient à côté de moi, dans les contrôles. Puis j'avais toujours 20 en musique. Mais ça avait ses limites, hein, parce que je voyais qu'elles se mettaient à côté de moi, elles avaient le 20, puis les week-ends, il y avait des hiboum, tu sais, des petites soirées organisées. Puis moi, j'étais pas invité. Puis je revenais le lundi au collège. Ça va les potes? Tu sais, tous les types qui avaient un peu des mobylettes, tu sais, les beaux gosses, les types un peu populaires, tu vois. T'avais les cheveux longs à l'époque? Bah non, cheveux courts. Puis un petit jogging un peu neutre, Adidas, j'essayais de passer partout. Ouais. J'étais le mec qui avait des potes parce qu'ils faisaient les DM de maths à tout le monde pour qu'ils aient 20, tu vois. Ouais, d'accord. Mais moi, ils m'invitaient pas quand il y avait des trucs croustillants, tu vois, genre des booms avec les premières canettes de bière, où tu sais, tu joues au caps, là. Ils jouaient à ça, puis ils me racontaient, oh, il a perdu au caps contre machin, puis je faisais, ah ouais, t'as perdu contre lui? Mais j'étais pas là, quoi. Mais t'étais pas invité, non. Ouais. T'avais peu d'amis, du coup, au collège? Ouais, pas trop. J'en avais un grand, il avait redoublé 2 fois. C'était une teigne.
Et il cassait la gueule de tout le monde pour me protéger. Sauf que j'en avais marre, parce qu'un coup, je me suis dit, vas-y, moi aussi, hein. Il y avait des petits péteux, ils faisaient trop les caïds, là. Et à un moment donné, ça m'a énervé, parce que moi, j'étais le petit Jordi, vu que j'avais une année d'avance. Je faisais une tête de moins que tout le monde. Et il y en a un, il faisait trop le show, et il avait dit un truc, ça m'avait vexé. En gros, mes parents, ils avaient pas forcément trop les moyens. Tu sais, mes parents étaient ouvriers, tu vois, puis ils étaient allés se renseigner dans une boutique pour acheter, à l'époque, c'était les paraboles, les satellites, pour avoir TPS, CanalSat, tout le bordel, là. Et puis ma mère, elle est allée dans la boutique, c'était une petite ticlette qui était dans le patelin, tu vois. Et puis le patron, il a conversé un peu avec ma daronne, puis elle lui a dit, à la fin, bah écoute, on va pas pouvoir prendre de satellite ou de parabole parce que c'est trop cher. Puis t'avais le gamin du patron qui était dans la ticlette, sauf qu'il était dans mon école. Le lendemain, il va dans l'école, il dit, vous savez pas, hein, ses parents, ils ont même pas de thunes pour acheter un satellite, ils ont même pas de fric, ses parents et tout. Puis tout le monde disait ça dans tout le collège. Oh, bah, il a pas de fric, il a pas de sous. Et j'ai fait, vas-y, qui c'est qui a dit ça? Et j'ai vu le petite merde, là. J'y suis allé, puis j'ai essayé de me battre, tu sais, j'étais un peu énervé, tu vois. Puis j'ai dû faire un faux mouvement, je sais pas ce que j'ai branlé. Il est tombé par terre, il s'est ouvert toute la main sur un bout de verre. Et après, dans tout le collège, c'était, pouah, le mec, il s'est ouvert toute la main, il l'a défoncé. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, mon gars. Oh, tu fous pas de ma gueule, moi je suis un ouf, moi. Et du coup, tu t'es fait une répute laisse tomber. Comme ça, quoi. Et depuis ce jour-là, c'était ça va frérot. Pour le DM de maths, tu peux pas le faire ce week-end parce que t'as un match de foot où tu dois voir ta famille, t'inquiète pas, hein, tu me feras le prochain. Ouais. J'étais respecté. Ouais. Ça arrivait. J'ai eu un coup de chat, c'était avec un bout de verre. C'est pour ça que le verre, c'est un de mes matériaux préférés, même pour l'écologie. Et moi, je dois beaucoup au verre, quoi, au matériau, le verre. Parce que ça a changé mon histoire, en vrai. Ça a changé ta vie. De fou. Ah, c'est bien. Ouais, c'est une vraie anecdote. Du coup, je sais plus, on en était dans la musique, dans ce que t'as gardé, ce que t'as gardé de ça. J'aimerais après qu'on passe un petit peu sur ton parcours scientifique, parce que il y a scientifique et scientifique. Toi, t'as quand même fait licence de physique fondamentale, master de physique, master d'informatique. Après, t'as fait une thèse là-dessus. Et après, t'étais ingénieur de recherche et t'as été enseignant à la fac aussi. En fait, c'est à terre, on appelle ça. C'est, en gros, je dirais que tu fais ça en parallèle de ta thèse, ça te fait une petite majoration salariale, ça met un peu de beurre dans les épinards, et puis surtout, moi, ce que j'aimais, c'était le contact, l'échange avec des étudiants. Je sais pas, je dirais, ils avaient quoi, la vingtaine, quoi. Et c'était mes petits frères, mes petites sœurs, quoi. Et je leur parlais. Et en plus, quand t'es doctorant et que t'es pas véritablement docteur, et ça peut être je sais pas moi, chercheur, ingénieur de recherche ou d'études, en fait, t'es encore étudiant, t'es doctorant, t'es pas docteur. Du coup, tu peux leur parler comme tu veux. Dans le sens où moi, je leur parlais comme si je parlais à mes potes dans la rue, ou comme si je parlais à ma mère, à mon frère. Ouais. Et c'est ça qui me permettait, je pense, de véhiculer des beaux messages, et puis de manière, c'était vraiment facile pour moi. Et d'ailleurs, il y avait l'ancien directeur du centre de recherche qui m'avait dit, je suis bien curieux là de voir un cours, comment tu... Moi, ça m'a foutu la pression parce que c'était pas un peintre, hein, c'était un grand chercheur, tu vois. Puis ultra noble avec, il avait beaucoup de bouteilles, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça va me stresser et tout. Puis j'ai commencé le cours. Après, il a continué. Il avait plusieurs anecdotes aussi, et j'ai vraiment pris confiance en moi à ce moment-là où je me suis dit, putain, l'enseignement, c'est ton truc. T'aimes bien le partage, t'aimes bien ce truc-là. Et j'étais triste quand je devais rester dans le labo à faire des expériences avec un protocole, tu sais, des fois, pour que ce soit statistiquement significatif, là, il faut réitérer. Ton protocole, il faut que tu l'appliques 10, 15, 30 fois. Et tu peux passer 3 mois dans ton labo pour que tes résultats ils soient probants. Et ça, je me levais le matin, j'arrivais à 8h, je partais le soir des fois très tard, et je voyais pas une personne de la journée. Ouais. À part le midi, tu manges un petit morceau, mais je me disais, putain, c'est quand même particulier comme vie. Et je me disais, putain, j'aime pas trop cet aspect-là du métier. D'être trop isolé, ouais. C'était que ça, moi, qui m'emmerdait. Parce que les sciences, j'ai toujours adoré ça. Je suis un grand fan de Big Bang Theory, moi, de Sheldon Cooper. C'était, il y a un peu de ça, tu vois, genre... c'est Sheldon qui s'est mis à faire du rap, en fait. Sheldon, c'est un ouf. Non, moi, je suis un tout petit Sheldon. C'est pas ça, c'est juste que j'étais entouré de gens comme ça. Et j'aimais bien, des fois, ça débattait sur des trucs où le commun des mortels, il en a rien à branler. Son but, c'est de partir en vacances, faire un peu de chiffres, profiter avec ses potes, faire un barbecue, une pétanque, teaser un coup. C'est ça. Les gens dans cet environnement, dans ce milieu de chercheurs, de scientifiques, ils avaient d'autres impératifs. Ils voyaient la vie différemment. Ils avaient
une autre approche de la vie, tu vois. C'est là que tu t'es fait plus d'amis, dans ce cercle-là? Il y a une part de moi qui est comme ça. En fait, c'est là où il y a la dualité. C'est qu'il y a Pierrugue et il y a Jordi. Jordi, il est comme ça. Jordi, c'est un geek, c'est un mec, il est casanier. Il aime faire des maths, il aime faire des maquettes, il aime jouer aux jeux vidéo. Il était un grand fan de Pokémon. Moi, quand j'ai eu Pokémon à Noël, j'ai pleuré. Le plus beau cadeau de toute ma vie jusqu'à maintenant, le plus beau jour de ma vie, c'était Pokémon Rouge. Game Boy Color violette transparente, petite valise jaune avec Pokémon Rouge. C'est le plus beau jour de ma vie. Pour l'instant, il n'y a pas eu... Si, il y a eu la fin de Breaking Bad, où j'ai pleuré aussi. Et où c'était un grand jour pour moi. Mais tu vois, c'est des jours comme ça où ça en dit long. Ça en dit long sur qui on est, tu vois. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Le jeu vidéo, ça reste aussi un des trucs, pour moi, c'est Another World. On n'a pas tout à fait le même âge maintenant. Je commence à définir l'âge que tu as avec tes références. Mais ouais, Another World, Eric Chahi sur Amiga, pareil. Ça a été le plus beau jour de ma life. Clairement, il y a la photo chez mes parents où j'ai la bouche comme ça avec la boîte d'Another World dedans. C'est le Noël où j'ai mon Amiga. C'est des beaux souvenirs quand même. Enfin... C'était assez dingue, ce truc-là. Mais ouais, alors, j'ai regardé des interviews de toi, figure-toi, pour préparer celle-là. Et t'as cité Jim Carrey quelques fois. Et ce personnage aussi que t'as de Pierre-Hugues José, que t'as en interview aussi. Alors, souvent, tu l'as présenté en interview tel quel. Tu viens en tant que Pierre-Hugues et tu le présentes comme ça. Est-ce que tu as pris une page du bouquin de Jim Carrey en disant rien n'est sérieux, chaque interview c'est un nouveau petit spectacle que je fais, c'est un petit défi que je me lance. Est-ce que tu vois les interviews de cette façon-là, toi? Un peu, mais pas que. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme la dualité onde-corpuscule en physique. C'est que moi, je pense que je suis vraiment une dualité. Dans le sens où même j'ai perdu mon jumeau, parce qu'on devait être deux, et en fait il y a eu que moi. Et je pense que ma vie c'est une éternelle dualité. Dans le sens où il y a Jordi. Jordi c'est vraiment la timidité. Je suis très introverti, j'aime pas trop les gens. J'aime pas la foule. J'aime pas les gens, j'aime pas les stimuli quand il y en a trop. Quand il y a des soirées, je me rappelle à l'époque, je me mettais dans un coin, je parlais à une ou deux personnes. Par contre, je passais d'excellents moments avec ces deux personnes. J'allais pas me mettre dans la foule. Ouais. Après, je partais, j'étais celui qui partait sans rien dire à personne. Ouais. En fait, la scission, il y a une rupture. C'est que j'avais pas forcément confiance en moi. Collège, lycée. Mais c'est seulement à partir de la fac où j'ai retrouvé des gens un peu comme ça. Les jeux vidéo, le jazz, la musique, le rap, les sciences, Puis... je me suis ouvert, j'ai été curieux, tout comme les autres qui étaient autour de moi. Puis j'ai vu que je pouvais avoir un petit peu de succès auprès des femmes, tu vois, à la fac, parce que le succès ne passe peut-être plus forcément par cette forme de vitrine, par le bling-bling et puis ce qu'on véhicule en apparence. En fait, les gens, ils creusent un peu plus après. Puis quand tu fais des études, logiquement, je sais pas, tu rencontres des gens qui vont peut-être un petit peu plus loin. Tu vois, dans les raisonnements, dans l'approche. Et puis qui sont juste plus près de ta façon de voir les choses aussi. C'est comme une espèce de tamis qui classe les grains par taille, quoi. Et à la fin, tu te retrouves avec des grains qui sont un peu comme toi et tu te dis, ah bah ça va, je suis pas tout seul du coup, c'est bien. Toi aussi, t'es comme moi, du coup, c'est bien. Ouais, tu te sens moins seul, quoi. Puis tu te sens compris. Ouais. Et c'est là où il y a eu peut-être une prise de confiance, tu vois. Et Capricorne, ascendant Lion. Le Lion arrive au milieu de ta vie. Tu crois à l'horoscope, toi? Ça me regarde, ça. Moi, je suis en train de te dire, ça peut être une science comme une autre, hein. Il y a les sciences dures et les sciences molles. Pour un scientifique, on est d'accord, on peut en discuter. Moi, ce que je sais, c'est que Capricorne, ascendant Lion. Le Pierre-Hugues, il est quoi? Il est Capricorne ou il est Lion? Jordi, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, il est quoi? Capricorne ou Lion? La question se pose, mais scientifiquement, ça se tient. Ça se tient pas. Mais est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est universel? C'est ça. Ça se tient pas du tout. Mais ok, si tu veux. Écoute, chacun son truc. Moi, je trouve l'horoscope, ça me fait marrer, mais je trouve toujours que l'horoscope, tu veux, quand tu le lis, tu peux tout appliquer à toi, en fait. Si tu le lis avec l'angle en disant c'est pour moi, tu le prends pour toi. C'est ça. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça dans C'est pour ça que c'est bien fait, c'est bien goupillé, ce truc. C'est un mystère, hein. Ouais. C'est bien. J'avais une question à te poser, moi. Vas-y. Est-ce que tu es un pur produit parisien? Est-ce que tu viens purement de Paris? Absolument pas. Absolument pas. J'ai grandi dans le Nord et puis après dans le Sud.
Et après, je suis remonté sur Paris. Entre-temps, j'ai vécu en Chine, à Aix-en-Provence. Enfin, je suis un enfant du monde. Je suis là où j'ai posé mes affaires la dernière fois et c'est réglé. J'ai pas vraiment d'attache avec la terre, pour être honnête. Parce que quand tu parles, quand tu t'exprimes comme ça, en plus je l'ai vu pas plus tard que ce week-end, là on était du côté de Gare de Lyon. T'as le même accent que le Gérard Bast quand tu parles. Ah! Il y a un truc dans l'intonation, la voix, je me disais, mais putain, ça me dit quelque chose, là, comme il parle. Je me disais, c'est un accent que je connais. Mais en fait, on dirait Bast. Ouais, je sais pas, ouais. Peut-être un petit peu, ouais. Hein. On m'a jamais fait la réflexion après, ouais. Il était assis à cette même place, Matt, il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quand même un an maintenant. Et on avait fait une bonne interview avec lui. Hein. Et très cool. Très, très cool. Ouais, alors ouais, je voulais te demander un truc parce que vu que rien n'est sérieux avec toi, ton premier spectacle, en fait, ta première vanne que t'as écrit, c'était modification métabolique lors de l'activation cérébrale, suivie par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du proton et du carbone 13. Ouais. Je voulais te demander où est-ce que la vanne elle était là parce que c'est passé un peu au-dessus de ma tête pour le coup. J'ai pas trouvé la punchline en fait dans ton titre de thèse. Ah non, mais il n'y a pas de punch là, c'est le vrai titre. C'est le vrai titre. Okay. Ah bah oui, c'est le vrai titre. Hein. Bah tu peux le retrouver sur internet. Hein. Je l'ai retrouvé sur internet. Et j'invente rien. Hein. Je sais que t'inventes rien. Comme dit ma grand-mère, faut pas manquer de sérieux dans ta connerie. Mais j'ai pas fait le con, comme je te dis, j'ai été assidu, hein. Je travaillais à l'école. Hein. Mm-hmm. Puis j'ai charbonné, j'ai eu des périodes pas faciles. Tu sais que la licence, moi, Beza qui me l'a donné, hein. Le doyen de l'université, j'avais 9,92, une connerie comme ça. Je devais pas aller en master. Hein. T'es passé... Il m'a mis à 10, il m'a dit, allez, fous le camp, tu veux aller où? Je dis, oh bah Paris. Moi, je veux Paris, moi. Puis il m'a dit, allez, va faire les numéros de claquettes, va à Paris. Allez, c'est bon, je devais être l'avant-dernier ou le dernier de la promo. Ouais. En licence, je foutais rien. C'était la musique, les potes, les jeux vidéo. On jouait à League of Legends jusqu'à 5h du mat. On allait Diablo 2, Warcraft, machin, je foutais rien. Je pensais qu'à draguer les filles, tu sais, de la séduction. Encore une fois de plus, je prenais confiance. Donc j'avais besoin, dans les yeux des femmes, que je sois quelqu'un d'élégant, de raffiné, tu vois. Je cherchais ça dans les yeux des femmes. Je cherchais à m'amuser avec les copains à partie de poker, jeux vidéo. Je faisais des buffs, de la musique. Je jouais du jazz manouche au marché les dimanches. On avait un chapeau, on prenait le pognon, puis on allait s'enfiler des godets au troquet le soir. C'est une vraie vie de bohème, quoi. Ben, j'avais cette vie-là, mais c'est cette époque-là. C'est la belle époque. Après, il y a eu le Covid, tout ça, c'est pour ça que je les plains, les jeunes actuellement, là. Oh. Parce que nous, on a connu une sacrée époque quand même. Hein. Pas pour faire le vieux con, mais c'est vrai, à notre époque, il y avait quand même des sacrés dingueries. Hein. Surtout quand tu le dis comme ça, à notre époque. Il y avait des sacrés dingueries, c'est vrai. Mais on vivait un petit peu différemment, peut-être un petit peu plus lentement, surtout, avec moins de stimuli. Les choses dont tu parles. Bah oui, il y avait moins de réseaux. Ouais. C'est vrai que c'était plus simple. Trucs qui flashent de lumière, de trucs. On se concentrait plus facilement sur les films d'auteur, sur un roman, sur un essai, sur des essais, je sais rien, moi, quand on conversait, ça pouvait durer une plombe. Il n'y avait pas toujours un qui était avec son téléphone et puis qui coupait un peu la conversation. Ouais, ça, c'était les points positifs. Ou qui vérifiait si ce que tu viens de dire est vrai. Sur son téléphone directement. T'as remarqué ça maintenant? Quand tu discutais avant, si t'as connu cette époque où il n'y avait pas du tout de téléphone et de machin comme ça. Mais ça, c'est le point positif, ça. Ouais, tu pouvais dire, ouais, bon, en Afrique, ils sont 15 milliards, tu vois, puis personne n'allait vérifier. Alors non, en fait, ils sont 2 milliards, 500 000. Tu dis des conneries. C'est le truc. Avec mon père, ça a vraiment changé la dynamique avec mon père, ça. Dès que j'ai eu cette machine à vérifier ce qu'il dit dans la main, et que j'ai commencé à vérifier et que je me suis rendu compte que les 3/4 de ce qu'il me disait, il sortait les données de son cul, je me suis dit... Bah ça nique le charisme, parce que tu peux plus faire quelqu'un qui a de la gouaille, il y a quelqu'un qui sait s'exprimer. Tu sais, c'est tout dans l'attitude, hein. Tu peux raconter des grosses conneries, quand tu te tiens comme ça, puis que tu racontes une grosse connerie, les gens ils sont impressionnés. Par contre, quand tu dis un truc vrai, mais que tu te tiens comme ça, je crois que c'est 1864. Tu passes pour un con, alors que c'est vrai. Ouais. Mais le gars qui dit, ah, c'est 1905. Il est comme ça, tu vois. Il est comme bah, ça, lui, il passe crème, bon. Tu vois. Et ça, maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis tout est filmé maintenant. Ouais. Donc si tu fais le con, si tu fais un pas de travers. Bah, surtout nous, là, maintenant. Là. Mais on est prévenu. Ce que je veux te dire, c'est que dans la vraie vie, c'est pour ça. C'est pas plus mal, ça, tu vois. Ouais. Ça tient les gens responsables de ce qu'ils disent un petit Exactement. peu. Bah, plus. Un petit peu plus, quoi.
Je voulais parler avec toi un petit peu de musique, et spécialement de ta musique, de ton rap plus précisément. J'ai regardé évidemment tous tes clips. Il y a Méchant qui parle des violences familiales, où le clip est vraiment hyper bien fait, où tu interprètes tous les rôles et tout, qui est très cool. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Après de ça, à côté de ça, t'as Bigoudi, t'as Bouillave, qui est d'ailleurs Bouillave. Putain les gars, ça tabasse à mettre dans la bagnole à fond. T'as des thèmes plus légers, t'as des thèmes presque romantiques avec La Parisienne ou Ma Délicieuse. Est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais aborder, mais où t'as pas encore trouvé les mots justes pour le faire? Ouais, moi je dirais l'injustice. Un peu l'hymne de l'injustice, tu vois. Mais un truc ultra animal, je dirais, contestataire, tu vois. Un truc puis bien goupillé, bien ficelé, tu vois. Où t'oublies pas grand-chose. Un peu un genre de suicide social d'Orelsan, mais à ma sauce, tu vois. Un truc où t'expliques que la hiérarchie est inéluctable et que tout est pyramidal. Et tu pars de la base et tu montes. Et plus tu pars de la base et plus tu montes, plus tu vas vers l'absurdité. C'est-à-dire que l'absurdité, tu la rencontres pas tant que ça à la base de la pyramide, et plus tu montes au niveau de la hiérarchie, plus tu montes vers... Moi, je dirais que la pointe de la pyramide, mais je crois que c'est... Je sais pas si c'est Maslow, mais c'est l'immortalité. Par exemple, la pointe de la pyramide, ça serait l'immortalité. Et le supra-humain, alors que, tu vois, normalement, il n'y a pas de supra-humain, de hiérarchie à ce niveau-là. Il y a Dieu et il y a nous, en fait. Ouais. Et ben, il chercherait l'immortalité, tu vois. À partir de l'injustice à la base, et puis monter jusqu'au-dessus, et faire un truc de zinzin, tu vois. Mais j'ai pas le... Je sais pas si c'est le niveau, si c'est s'embourber ou c'est s'enfiler dans un sacré truc, là. Mais pourquoi pas? Ça serait un sacré délire. Ouais, c'est intéressant. L'injustice, t'en avais parlé un petit peu dans c'est We Can Do It. Ouais, bah oui. Un petit peu. Ouais. Mais oui, en effet, en faire un truc plus... Mais bon, Yes We Can Do It, c'est 2-3 cacahuètes à l'apéro de ce que je rêverais de faire, quoi, tu vois. Yes We Can Do It, c'est mignon, quoi. Album non, mais c'est juste un morceau, tu vois, mais bien ficelé. Ok, ça roule. On va parler un petit peu de ton addiction au tabac et de la vape, vite fait, qui est une des raisons pour lesquelles on se voit aujourd'hui. Bon, là, t'as une kiwi dans les mains, tu viens de la voir, mais t'étais quel genre de fumeur et comment t'as découvert ça? Comment t'as découvert la vape? Moi, j'ai fumé tard, 22, 23 ans. Pourquoi t'as commencé à fumer à 22 ans? Tu vas faire des buffs, t'es au piano, t'es dans des bars jazz. Moi, j'étais à l'époque, c'était rue Daguerre. J'ai été, c'était Raspail, boulevard Raspail, rue Daguerre. J'allais au Tonnerre de Brest, chez Mélie. J'allais, putain, je me rappelle, l'Express 14. Puis il y avait pas mal de bœufs, quoi. Donc je me retrouvais avec des gens, contrebasse, piano, saxo, guitare, accordéon, il y en avait pour tout le monde. Puis bah tu parles de musique, l'autre il parle de littérature, l'autre il vient, j'ai joué aux échecs, des fois t'avais des gens, des SDF, hein, ils venaient, puis je disais allez viens, puis c'est un SDF, il venait de l'Espagne, il remontait là en France, il me dit oh bah je suis à la rue, j'achetais une petite bouteille de rouge et puis on se mettait à table et puis on jouait aux échecs, il me dégommait. Je crois que c'était Lucien, je sais plus comment il s'appelait, on avait fait 3 parties, il m'a dégommé. Puis il me disait putain, je disais allez, puis j'essayais de le faire un petit peu boire, je me disais s'il boit un verre ou deux de plus, peut-être que je vais réussir à gagner. Ben non, il me gagnait à chaque fois. Il y avait tout en fait, c'était des endroits où il y avait vraiment une fusion. Des fois, bon de loin, il y avait l'ancien, je sais pas si ça devait être directeur France 2, tu pouvais voir Mathieu Chédid qui passait comme ça, t'avais tout, hein. Puis tu te disais putain. T'avais un autre, il bossait dans la mode, l'autre, il faisait du rap, l'autre, il était peintre. Puis, ben, en fait, vu que j'étais timide, ben, je buvais un verre, 2 verres. Après, tu veux une clope? Ouais, vas-y, une clope. Puis ça me dévergondait. Pas tant que ça, c'est juste que ça me permettait d'être un peu plus à l'aise, tu vois. En fait, ça me libérait, si tu veux, tu vois. Je suis jamais allé forcément plus loin, tu vois. Je suis pas allé dans des drogues dures ou dans des trucs, tu vois, mais juste un petit verre et puis le tabac, tu vois. Et après, tu te rends vite compte que t'as merdé. Parce qu'après, les années étant en qui, parce que j'ai toujours aimé le sport aussi, surtout le sport, tu vois. Donc quand tu vois que t'en chies, quand tu fais un match de foot, puis qu'à la 30e du match, ben, t'es claqué, tu te dis, c'est à cause de toutes ces conneries. Donc faut limiter la casse.
Puis bah, comme tout le monde, bah, pour arrêter la clope, t'as les pastilles, t'as les patchs, Nicopas, Nicorette, t'as ces trucs-là. Puis moi, bah, je me suis plus tourné vers ça, quoi, tu vois. Et puis, franchement, ça a marché sur moi, tu vois. Et je considère que c'est une bonne alternative, tu vois. Faut pas trop en abuser, mais le plus complexe, en fait, c'est de stopper le geste. Et c'est le seul truc qui pallie à ça, c'est la vapote, quoi. Bah, c'est le geste. Ouais. C'est le fait d'aspirer, faire ce truc-là, tu vois. C'est con, hein, mais le cerveau est demandeur. Il se dit, ça fait longtemps que t'as pas... Tu vois, ouais, parce que tu associes cette aspiration aussi à l'arrivée de nicotine, donc forcément, ça. Tu vois, les deux sont tellement. Le cerveau l'identifie. Ouais. Tu peux avoir ton arrivée de nicotine par le biais du patch ou par le biais des petits Nicopas, Nicorettes. Ça doit marcher certainement tout autant. Hein. Moi, j'ai tout essayé, mais ce qui a le plus marché, c'est ce truc-là. Et t'as arrêté complètement là, ça y est? De fumer? Ouais. Oh bah oui, ça fait presque 2 ans là. Ouais. Ouais, c'était inéluctable. Tu vois. Ensuite, il le fallait. Ensuite, là où ça, c'est une belle alternative pour les gens qui fumaient beaucoup, ça peut être que mieux. Hein, ça peut être que mieux. Bon, évidemment, faut pas tirer sur le bordel 15 heures dans la journée et puis être tout le temps dessus. Ça peut être nocif aussi, mais c'est un bon moyen de compenser. Et le truc, c'est que le tabac, à mon époque, je parle comme un vieux, mais c'est vrai, à mon époque, c'était à la mode. Alors, à l'époque des anciens, encore plus vieux que moi, il y avait même des pubs. Mais nous, je sais pas, on voyait les Bachung, les Gainsbourg, les Brassens, les Ferret, les Jacques Brel. Ils fumaient tous. Bah. Donc il y avait ce côté, tous les pontes, ils fument. Ça veut dire que tous les grands poètes, tous les génies de ce métier, ils avaient la clope au bec. Donc forcément, aussi, quand t'es jeune, oui, scientifique, quand t'es jeune, tu te dis, putain, je m'identifie à ce mec-là, moi, forcément. Ouais. Tu les voyais, tous les pontes, ils avaient la clope. Donc tu fumais. Mais maintenant, il y a un autre phénomène maintenant, la mode, c'est les salles de sport. On voit même beaucoup sur les réseaux sociaux, là, le lifestyle. Donc c'est des mecs, des fois, ils sont bronzés, ils sont musclés, ils sont là, c'est la mode des sports de combat. Enfin, il y a quand même un autre phénomène, quoi. La mode, c'est pas d'être au troquet et puis de cloper comme un zinzin toute la journée. Je sais pas, c'est un peu parti ce truc-là. Ouais, ça c'est déglamorisé. Donc ça c'est cool. En vrai, pour la santé, pour le bien public, c'est cool. Ça c'est très cool. Ils ont limité le fait de fumer en fait dans les endroits publics. Tout ça, pour moi, tout est positif, c'est super. Par contre, il y a un autre phénomène, c'est que ces machins là, je sais pas, quand tu vas dans des bars tabac, les gamins ils sont attirés parce qu'ils bouffent des bonbons, ils bouffent du chocolat, des gâteaux, donc ils sont attirés par le fruit. Par la grenadine, la fraise, la framboise, la pêche. Donc ça, c'est vraiment génial pour arrêter de fumer. Pour les gens qui se sont fait avoir, en fait. Ouais. C'est de l'impôt indirect. Hein, donc tous les gens qui fument, ils se sont fait baiser. Hein. Donc en gros, pour sortir de ce truc-là, ça, c'est une alternative. Par contre, passer là-dessus, alors que t'as jamais fumé, mais les jeunes c'est là où est le piège. Fumé. Les jeunes auraient fumé, quoi qu'il. Comme toi, comme moi. S'il n'y avait pas ça, ils auraient pris la clope. Certainement. J'ai pas la réponse. Tu vois, c'est dur de contrôler ce que les jeunes vont s'approprier, tu vois, prendre ou pas prendre, tu vois, s'ils vont prendre de la bibine ou s'ils vont prendre, tu vois, de la bière, du machin. Ça, c'est plus en phase avec la mode actuelle. Ouais. La bibine et le tabac, ça, ce côté, je te dis, lifestyle, le côté, le culte du corps, un peu, tu vois. La clope et la bière, ça te le dézingue, ce truc-là. Ouais. Ce mode opératoire, il est niqué avec ça. Avec ça, peut-être moins. Ouais. C'est tout. Hein. Donc peut-être que ça, c'est plus à la mode parce que c'est peut-être moins... Nocif. Tu auras moins la bedaine avec ta bière ou tu vas moins te niquer les poumons avec ton tabac. Je pense que les jeunes sont quand même au courant, tu vois, des dangers du tabac et tu vois la différence entre... tirer sur une puff à la framboise sans nicotine et puis fumer un paquet de clopes, enfin, il y a quand même... Ouais, il y a un fossé. Il y a un fossé entre les deux, tu vois. Je pense même que les jeunes maintenant de notre génération, enfin, les jeunes de maintenant, entre 18 et, tu vois, 25, ils sont déjà dans ce truc-là de se dire, ouais, mais attends, je vais pas commencer à fumer, c'est très mauvais, je vais pas faire ça. Donne-moi un coup, une puff, ça fait à peu près la même chose, ça a meilleur goût. Vas-y, je fais ça, quoi. C'est logique, ça me paraît assez logique, quoi. De toute façon. Si c'est ce que ça fait, c'est plutôt positif. Parce que si ça permet d'éviter à tout prix le tabac et se dire, bon, occasionnellement, on est en soirée, on sera un coup, on va fumer une puff, bon, ça passe, quoi.
Bah, remets-toi à l'époque de ton troquet. Si on t'avait tendu un truc qui avait le goût de fraise et une clope qui a un goût dégueulasse de clope, fatalement, t'aurais pris le truc à la fraise, quoi. T'aurais dit, ce truc-là, c'est quand même meilleur avec tu vois, avec quelle que soit la boisson que je suis en train de boire. Ça a quand même meilleur goût que cette vieille clope pourrie. C'est vrai que c'est la question que je me suis toujours aussi un peu posée, c'est que tout fumeur, je dirais les 10 premières clopes, environ, elles sont dégueulasses. En fait, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Puis tu regardes autour de toi et les gens le font et tu te dis je vais faire comme eux. Bah, et c'est là où je me suis rendu compte après des années que j'étais ultra teubé. Des fois on se croit intelligent, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as été teubé? Pourquoi tu l'as fait? T'aimais pas. Foncièrement t'aimais pas. Ouais. T'aimais pas du tout. Mais tu l'as fait pour te sentir peut-être accepté des autres. Et aucun fumeur aime. Quand tu poses la question aux fumeurs, aux anciens fumeurs, aucun te dira j'ai tiré une barre sur la clope et ça a été la révélation, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Tout le monde te dit j'ai trouvé ça dégueulasse comme tout le monde, quoi. Tu vois, ça paraît logique en fait parce que ça l'est, tu vois. Et quand t'as arrêté de fumer depuis longtemps, tu sens l'odeur de la clope, tu fais ah ouais, c'est sale quand même. Ça sent vraiment pas bon, quoi. Donc ouais, c'est étrange pour les autres, quoi. Mais c'est pour ça que c'est étrange que t'aies commencé tard. Moi aussi, j'ai commencé méga tard. Ouais, très tard. Hein. Mais ouais, je sais pas, c'est la vie étudiante, l'indépendance, tu vois. Tout en même temps qui arrive. Et puis, on se sent pousser des ailes, quoi. C'est ça. Tu te sens devenir un adulte, tu sais, genre, tu te dis, je vais fumer comme ça, je suis un grand maintenant. Ouais, puis comme respectez-moi, bordel, je fume. Tu fais ouais, c'est ça. Ma grand-mère, elle disait, il fait le gandin, qu'elle disait. Ouais. Ça veut dire que j'avais mon permis, j'avais ma Ford Fiesta. Tu sais, je me sapais, j'ai un petit. Tu sais, des fois, je sortais le week-end, j'avais mon petit costume là. Je sortais en Ford Fiesta, un peu rouillée là. Elle était rouillée en dessous. Avec ma petite Ford Fiesta. C'est une vanne ou c'est vrai? Non, j'étais avec ma Ford Fiesta, je sortais. C'était, j'étais au 95. Elle tournait au 95, je sortais avec ça, sans plomb, tu vois. J'arrivais avec mon costard, puis je me disais, je suis un peu l'artiste torturé, tu sais, ça séduit. Mais encore une fois, c'est la même chose. Ça séduit les filles, d'être l'artiste torturé, le petit costume. Puis j'avais ma clope, quoi, tu sais. Camel ou Marlboro, hein, parce que ça fait cow-boy, quoi. T'es avec ta clope, tu fais le caïd, tu fais le gandin. Ouais. Ma grand-mère, elle disait, regarde-moi le scon, là, il fait le gandin. Il est en train de se cramer les poumons pour faire le gandin, qu'elle disait. C'est vrai, ta grand-mère. La sagesse, encore une fois, quoi. Ouais, oui. Puis, alors, on va savoir pourquoi. C'est aussi un petit peu le rôle des femmes. Là, je pousse le raisonnement un peu plus loin, mais imagine. Les femmes, quand elles voient un mec faire le gandin avec son petit costume, il fait le cow-boy avec sa clope, là. Imagine les femmes, elles regardent pas ce genre de mec, elles se disent c'est qui ce tocard en fait. Puis elles regardent le type, je dirais propre sur lui, qui fait du sport, hygiène de vie, qui mange équilibré, 5 fruits et légumes par jour, qui est poli, qui sait s'exprimer, qui étudie. Si les femmes elles étaient tournées toutes vers ce genre d'individu, bah nous on serait là comme des couillons, on se dirait putain faut qu'on se bouge le cul. Alors on jette la cigarette, hygiène de vie, on va faire notre footing le matin, tu vois. Mais les femmes elles n'avaient Dieu que pour les genres de bad boys, là. Tu vois, c'est con, quand même, ce truc-là. Elles ont un rôle à jouer, là-dedans, quand même. Qui s'entretient de ouf. Je pense qu'il y a une... Alors, faudrait peut-être demander à Juliette, mais... Ouais, mais faut aller un peu à la salle quand même, parce que si t'as de l'humour, puis que t'arrives à séduire, après, dans le pieu, il faut assurer, hein. Ça, c'est vrai. Si t'as pas le cardio, que t'as rien du tout, c'est compliqué, après. Elle va dire, bon, bah, j'ai bien rigolé, mais adieu, hein, on se reverra... dans une autre vie, hein. C'est pour ça, faire attention. Non, faut être polyvalent quand même. Faut s'intéresser un peu à tout, quoi. Ouais, faut être... un peu comme toi, hein. T'as quand même une vie très remplie, quoi. Ouais, enfin, moi, j'y suis jamais allé à la salle, hein. Si, peut-être une fois, quand j'étais... T'as fait du sport, t'as fait du foot. Ah oui, du foot, de la course, du tennis, oui, mais à la salle, pour soulever de la fonte. Ah non. Moi, je sais même pas comment on tient la barre, les machins. Après, ça m'intéresse, tu vois. En vrai, d'aller avec un type qui est spécialisé là-dedans, qui m'explique différentes machines, tout. Tu vois, moi, je suis curieux de tout, hein. En vrai, puis même, je passerai un bon moment, ça m'amuserait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas vers ça que je me dirige naturellement. Prochaine fois que tu viens, on va à la salle tous les deux. Les deux chevelus, tu sais, qui arrivent à la salle. Ouais, salut. On vient pour soulever de la fonte, ça va être drôle. Ah putain, ouais, ce serait marrant. Dis-moi, j'ai un quiz à la con pour toi. En gros, je te propose 2 options. Tu me donnes laquelle est ta préférée. Et ensuite, bon, ça, c'est les 8e de finale, et après les quarts de finale, demi-finale et finale, et on saura à la fin de ce quiz à la con quel est ton truc préféré dans la vie. Ok. Donc on va commencer avec le quiz à la con, la délicieuse ou la parisienne? Bah la délicieuse. Max Planck ou Isaac Newton? Planck. Ah, quantique.
Ouais, pourquoi? Peut-être pour la modernité, mais ouais, c'est compliqué, c'est complexe, mais ouais, Planck. Bigoudi ou fer à lisser? Bigoudi. Je m'y attendais un peu à celle-là. Enseigner ou apprendre? Ouais, celle-là, elle est tendue. Elle est terrible, celle-là. Bah, je suis meilleur pour enseigner que pour apprendre, mais j'aimerais être meilleur pour apprendre qu'enseigner. Donc je sais pas quoi te répondre. Tu dois choisir. Bah, je préfère apprendre, ouais. Apprendre, ça roule. Le clip de Mon Pote avec Orelsan et Flint, ouais. Ou le clip Vitrine avec Damso et Vald? Mon Pote, direct. Évidemment, il y a Flint dedans. Ah ouais, puis les refs cinématographiques. Ah ouais, non. Ma boule, ce clip. Non, il est génial. Absolument. Giroud ou Mbappé? Franchement, Giroud. Ça roule. Vesoul ou Bordeaux? Vesoul. Sans aucune hésitation. Oh non. Pourtant, tu y as passé du temps à Bordeaux. Non, mais Vesoul, je me sens bien partout. C'est mon terrain, c'est ma zone. Bordeaux, c'est compliqué, Bordeaux. Hein. Ouais. L'océan, la montagne, l'architecture, les jolies filles, la gastronomie. Il y a tout à Bordeaux. Il y a tout ce que tu veux. J'ai jamais su m'y faire. J'ai jamais su trouver ma place. Il y a trop de trucs. Non, mais je sais pas, j'errais dans les rues, je me disais, je dois pas être là. Je sais pas, cette ville, je sais pas si elle me veut vraiment. C'est pas ma place d'être là. Mais c'est magnifique, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est limite parfait, quoi. Ouais. Mais justement, trop parfait. C'est trop parfait. Moi, j'ai pas baigné là-dedans, moi. Ouais. Donc, non, Vesoul. D'accord, ok. La musique ou l'humour? La musique. La délicieuse ou Max Planck? Délicieuse. Ok. Bigoudi ou apprendre? Apprendre. Le clip de Mon Pote Orelsan, Flint ou Giroud? Orelsan, Flint. Ok. Vesoul ou la musique? La musique. Parce que la musique, tu peux en faire partout. Ça roule. La délicieuse ou apprendre? Compliqué, celle-là. Ah bah oui. Ça monte crescendo, c'est normal. Parce que la délicieuse. Ouais. Si t'apprends. Tu sais pourquoi je vais te dire apprendre? Parce que la délicieuse. Que tu vas te faire défoncer si tu le justifies pas. Non, parce que regarde, si t'apprends, ça veut dire que tu t'embellis. C'est même pas se perfectionner, tu t'embellis, ça peut être humainement. En fait, t'apprends. Et l'engrenage bien huilé, tu t'améliores, en fait. Et si tu t'améliores, si tu viens de mieux en mieux, c'est ultra positif, en fait, pour la délicieuse. Du coup, elle a tout à y gagner. Et si tu stagnes, mais que tu dis la délicieuse, ben, en fait, à un moment donné, elle va se lasser. Puis elle va foutre le camp. Ou alors elle va rester avec toi parce que, bon, par respect pour l'antériorité, là, tu vois, mais ça lui met des... Ça défaveur. En fait, tu lui mets des bâtons dans les roues aussi, si t'apprends pas. Ouais. Si t'évolues pas, en fait. Elle va rester avec toi, pourquoi? Parce que, bah, tu vois bien, on s'est rencontrés là, puis il y a toute une histoire derrière, donc, bah, il évolue pas, il stagne de ce qu'on-là, mais je reste avec lui. Donc, en fait, c'est un peu con. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre un max pour pas conserver ça pour moi, mais en faire profiter non seulement la délicieuse, notre progéniture, la famille, les proches, les potes. Donc, en fait, plus t'apprends, plus tout le monde est gagnant. Il y a même pas que la délicieuse, c'est tout le monde. Donc, en fait, je dirais apprendre. Apprendre, ça roule. J'enregistre ta réponse dans la machine. Le clip de Mon Pote Orelsan, Flint ou la musique? La musique. Et enfin, on finit avec la finale, apprendre ou la musique? Bah, tu vois, la délicieuse, c'est la famille, quoi. Tu vois, c'est l'humain, la famille, c'est le top 1 au niveau du classement. Top 2, je dirais la musique me concernant, puis top 3, les sciences, tu vois. Donc, la musique, c'est sur le podium, mais je peux apprendre la musique, je peux apprendre en sciences tous les jours, je peux apprendre, tu vois, on apprend à se connaître, là. En fait, c'est apprendre le top 1. Apprendre. Et la musique, bon, la musique. Mais ce qui est bizarre dans ce classement, ce qui biaise le délire, c'est que la musique est devant la délicieuse en soi. Alors que la délicieuse, sur mon podium, elle est devant.
Ouais, mais c'est parce que c'est. T'as capté. Pour ça que un mais ils sont dans le carré, ils sont dans le top 4. C'est dans le top 4, ça va. Ça marche bien. Apprendre, donc. C'est ton truc préféré dans la vie. C'est primordial. Hein. Ouais, la base. En fait, moi, je dirais ce qui génère tout un tas de trucs nocifs, des quiproquos, tout ce qui génère des trucs, je dirais, tout ce qui va à l'encontre du bien, tu vois, les forces du mal. En fait, je dirais que c'est le fait de ne pas essayer de comprendre, d'apprendre, de tolérer, d'essayer de sortir un petit peu de sa matrice, tu vois, de se dire, ah ok. Et moi, le premier qui suis casanier, tu vois, je viens d'un petit endroit dans la France, tu vois, c'est pas facile, tu vois, parce que des fois, puis en plus avec l'âge, des fois, il y a des trucs, t'es persuadé, tu te dis, pour moi, ça a toujours été comme ça. En fait, non. Après, il y a le monde qui évolue en parallèle, donc il y a encore d'autres évolutions qui arrivent, et en fait, quand t'apprends, quand tu t'ouvres un petit peu, quand tu te cultives un peu, t'essaies d'être curieux, c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais ça peut t'éviter tout un tas de quiproquos, de trucs en plus qui vont un petit peu détériorer ta vie, tu vois. Donc apprendre, c'est primordial. Avoir une mauvaise idée des choses ou avoir une opinion que tu penses être la tienne et qu'en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est pas du tout ça. Ouais, tu te trompes. Et en fait, il y a des fois des gens qui sont mieux placés. Et moi, ça m'est déjà arrivé où je campais un peu sur mes positions, où je me disais non, moi je pense comme ça. J'ai toujours pensé comme ça. J'avais eu déjà des conversations quand j'avais 15 ans, 20 ans. Je pense comme ça. Puis discuter avec quelqu'un, puis putain, son discours, il m'a un peu impacté. Je me suis dit, putain, c'est pas déconnant ce qu'il me raconte. Alors je vais pas tout de suite dire, ah ouais, t'as raison. Non. C'est que moi, je laisse l'idée, tu vois. Donc ça tourne dans ma tête, 1 mois, 2 mois, je réfléchis, putain, l'enfoiré. Et il va me marquer, ce mec-là, parce que je vais me dire, ah ouais, il avait pas tort, en fait. Et tu vois, il faut laisser une petite porte ouverte, parce que si t'es fermé, ultra fermé, l'autre, il a beau dire ce qu'il veut, hein, il a beau avoir raison aussi sur toute la ligne. Si t'es fermé, t'évolues pas, en fait. Tu sais jamais quand t'as tort. C'est ça. Se remettre en question, c'est ça. C'est important. Et c'est ça qui est complexe. Je dis pas que c'est facile, encore une fois, mais faut essayer de faire ça. Ouais, c'est le but de la vie. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ton top, en tout cas. Apprendre tout en haut, c'est bien. C'est bien. Ça te définit bien, je trouve. C'est cool. Ouais. C'est plutôt cool. Jordi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bon, il y a ta sortie, là, Giroud, ton dernier titre qui est sorti. Je vais te poser là ces petites éternelles questions. L'album, c'est pour quand? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Quand est-ce que ça sort? Peut-être, on sait pas. Je sais que c'est ta toute grande question. Single, tu peux sortir ça un peu quand tu veux. C'est voilà, tu te fais plaisir, c'est cool. Et puis tu peux partager avec la commu. Ça fait un son en supplément. C'est voilà. Un EP, bon pareil, c'est déjà un peu plus complexe. Tu vois, quand tu confectionnes ton petit EP, un album, tu sais, ça fout un peu les jetons, quoi, l'album. Puis comme dit Flint, Flint il disait qu'en gros, ouais, le top du top, le goal, c'est l'album, quoi, le fameux album. Et je dirais que je suis énormément exigeant avec moi-même et que je vais sortir l'EP, à la rentrée, il y aura des singles, il y aura, tu vois. Après, l'album, tu vois. Un peu les chocottes, tu vois. Genre, pour l'instant, EP, single. Après, album, évidemment, hein, c'est le but ultime. Hein. Mais je vais être fier de chaque track. Ah, tu commences à avoir pas mal de tracks, ça, quand même. Hein. Ouais. Mais l'album, c'est l'album, quoi. L'album, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Je sais que tu te mets la pression de ouf pour ça. Franchement, je me mets la pression sur... En fait, je suis de nature à me mettre un peu la pression quand même, mais le seul truc où je me la mets vraiment, c'est confection de l'album, quoi. Moi, je viens de la génération où l'album, c'est un album, c'est pas une mixtape, c'est pas un EP, c'est pas un single, c'est un album. Ça s'écoute de la 1 à la dernière. C'est ça, c'est une histoire, c'est comme un bouquin, c'est comme ma thèse. Tu vois, pendant mes 3 ans de thèse, j'ai fait plein de choses. Il y a eu des congrès, il y a eu des articles, j'ai fait des posters, j'ai enseigné devant les étudiants, j'ai participé à des protocoles, j'ai fait de la neurochirurgie sur des rats, j'ai passé des diplômes en parallèle. En fait, j'ai fait plein de trucs. Mais la finalité, c'est quoi? C'est quand tu passes devant le jury, devant des pontes, et ils vont analyser, ils vont regarder ton travail, ils vont réagir avec toi. Il y a eu 4 heures de questions à peu près, hein, où t'interagis avec le jury, t'exposes tes travaux, t'imagines, c'est la fin. Et d'ailleurs, à ma thèse, quand j'ai soutenu ma thèse, il y avait toute ma famille, il y avait mes meilleurs amis,
il y avait ma directrice de thèse, il y avait tout le laboratoire, il y avait mon ex-copine, il y avait tout un tas de personnes. Et t'es là, t'es à poil, hein. T'exposes ce que t'as fait pendant 3 ans. Et à la fin, ça se termine. Bon, j'ai eu les éloges, hein, globalement, en fait, du jury, puis j'avais fait quand même un bon travail, quoi. J'ai respecté ma directrice qui m'a fait confiance, qui a été exceptionnelle. Anne-Carine Bouzier-Essor, exceptionnelle. Et elle m'a fait confiance, et merci à elle. Merci encore, là, aujourd'hui, je lui dois énormément à cette femme, hein, parce que... justement, elle est là, avec nous. Non, et du coup, ouais, il y a des gens comme ça, comme Mélie, du fameux 84 rue Daguerre, là, qui tenait son troquet, où je dois énormément à cette femme aussi. Comme c'est vrai que ça a toujours été des femmes majoritairement. C'est vraiment prépondérant même dans tes chansons, hein, ça. C'est en fait il y a des femmes qui ont joué des rôles vraiment qui ont changé ma vie en fait. Et du coup, je me rappelle qu'à la fin, dans ce jury, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit mais voilà, la thèse c'est fini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans l'industrie, j'en sais rien, moi, dans le privé, faire de l'ingénierie, de la recherche, de l'enseignement. Enfin, tu peux tout faire après ta thèse, c'est à toi de choisir. Et je disais, en fait, c'est là que j'ai expliqué, je vais un petit peu me retirer, je vais aller m'isoler un peu à Vesoul, puis je vais faire du rap, je vais faire de la musique. Tu leur as dit du rap ou de la musique? J'ai dit, je crois que j'ai dit de la musique. Mais bon, pas encore. Je sais pas, après c'était encore flou, je venais de finir ma thèse, donc en plus c'était le jour J. Hein. Ouais. Et je disais qu'en gros, voilà, et je voyais, en fait, dans les regards, je me suis dit, tu sais, puis j'assumais pas trop, je me disais, oh, ils vont m'en vouloir, vu que je fonctionne à l'affect. Je me disais, ils vont m'en vouloir, ils vont se dire, regarde, ça valait la peine de faire une thèse. Hein. Et j'avais déjà ces discours-là, si de mes parents un petit peu, quoi. Mon père, il me disait, oh, c'est quand même con d'avoir bouffé des années et puis de faire quoi. Mon père, il trouvait ça con, mais il me fait confiance. Il me dit, on va voir, on sera derrière toi, tu vois. Et j'avais un peu, pas honte, mais j'étais un peu en mode, tranquille, on va doser, tu vois. Et ils m'ont dit que ce que vous avez retenu, si vous avez un message à véhiculer, là, ce serait quoi? Et moi, j'ai dit, vous savez, ça fait 3 ans hein, que je planche là-dessus. On est tous là, on va sortir de la salle. Il y a 2-3 cartons de champagne. On va se dégommer au champagne, on va passer la nuit blanche. Et puis, il y a tous les gens que j'aime ici. Donc ça va être un moment de vie, je sais pas moi, sur 3 ans, ça va être la nuit, je me rappellerai toute ma vie de cette soirée, de cette nuit là, à Bordeaux, c'était incroyable. On a fait les rues de Bordeaux, j'étais avec mes meilleurs potes, j'étais docteur quoi, tu vois. Ouais. Je dis 3 ans pour une dizaine d'heures. Je disais en fait c'est ça la vie. En fait on va travailler comme des timbrés sur un truc, puis les moments de gloire, les moments où tout le monde applaudit, tout le monde est là, c'est bien, tu sais. En fait, le fragment temporel, il est tellement minime qu'il faut véritablement faire ce qu'on aime. Mais vraiment, vraiment, vraiment se lever le matin et faire vraiment ce qu'on veut et ce qu'on aime. Toute la journée, ouais. Et là, le côté enfermé dans les laboratoires, tout ça, moi, ça m'allait pas trop. Je l'ai compris assez tôt dans ma thèse. Je suis allé au bout, par respect. Mais je me disais, je peux pas rester dans ce schéma de vie. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Voilà. Et je leur ai dit, ce qui est important, c'est ça. C'est que la quête, ce que résume aussi Orelsan dans ce fameux morceau, la quête. En fait, le plus important, c'est la quête. C'est sur ton lit de mort que tu vas résumer ta vie, tu vas te dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai été un bon boug. J'ai pas manqué de respect, j'ai été tolérant. La tolérance primordiale. J'ai pas été injuste. J'ai pas fait de coups de pute à droite à gauche aux gens. Tu vois, j'ai pas été médiocre. J'ai fait les choses correctement. Je suis pas le Michael Jackson dans le rap, parce que c'est comme ça. Mais je suis quand même, je fais des choses correctes. Je suis pas Einstein. J'ai fait ma thèse et voilà. Mais j'ai fait les choses correctement. Puis quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace, je dois pas d'oseille à qui que ce soit. Quand je me balade dans le métro, je ne sais où, je me retourne pas sans arrêt pour savoir qui va venir dans mon dos me faire une saloperie, parce que j'ai rien à me reprocher. Ouais, mais... un selfie. Et en fait, mon père, il me disait ça, il me disait toujours, c'est ça qui est primordial dans la vie. Quand tu te lèves le matin et que tu te rases, là, tu te dis, voilà, je suis sous mon toit, là, j'ai mon salaire, je dois rien à personne, j'ai la vie que j'ai, mais je dois rien à personne, je suis correct. J'ai rien à me reprocher. Et il m'a dit, la plus grande richesse, c'est ça. Et moi, je vais veiller à avoir cette vie-là, même si je te dis, on va pas se brûler les ailes sous les projecteurs, on va pas devenir je sais pas qui, là. Au moins, on a ça. Et je pense que ça, c'est la vraie richesse. C'est vrai, t'as raison. La richesse d'âme. C'est ça. Ouais, la tranquillité, l'apaisement. La paix de l'esprit, ouais. Grave.
Le fait d'être en phase avec ce que tu fais, en phase avec ce que t'es, et d'aimer de faire ce que tu fais, ça c'est cool aussi. Ouais. C'est un vrai privilège après. Hein. Il y a plein de gens qui font un truc qu'ils aiment pas et ils ont pas forcément le choix, mais ouais, après c'est un vrai privilège. On va pas leur jeter la pierre. Hein. Ça peut être des choix de vie aussi où en faisant ce qu'ils aiment pas, ils obtiennent un truc qu'ils ont vraiment envie d'obtenir derrière. Et ils font ce qu'ils aiment pas, mais il y a quand même ça. Et eux, ce qu'ils voient, c'est ce truc-là. Ouais, la carotte. La carotte. Bah, s'ils veulent tellement la carotte, moi, je peux pas leur jeter la pierre. C'est un autre choix de vie, en fait. Ouais. C'est pour ça, une fois de plus, c'est la tolérance. On est qui pour dire oh bah oui, bah lui, bah non. Ah, surtout toi qui as fait des choix de vie quand même un peu atypiques, t'es le mieux placé pour savoir que des fois, bon, on dit ouais, je vais faire ça, je vais faire autre chose. Hop. Ouais, à la fin de la première année de thèse, il me restait 2 ans, je savais déjà que j'allais faire ça. Hein. Ouais. Je me disais, mais par contre, tu vas au bout du bout du bout. Ça, c'est ma mère, elle m'a toujours dit, tu vas au bout. Mais peu importe. Hein. Quand je bossais à l'usine, j'étais à la peu, je me levais, il était 4h du mat, j'allais bosser à 5h, j'étais cariste là. Puis j'aimais pas de matin. Je disais à ma mère, je veux pas le matin, je veux pas. J'allais aller dans le bureau du directeur ou du chef d'équipe, lui dire, hey, tu peux pas me foutre d'après-midi. Tu sais, je croyais que on rentre dans un moulin là-dedans, on fait ce qu'on veut. Ben, ma mère, elle me remettait les idées en place, elle me disait, non, t'as signé, c'est le matin. Ah, ils font les 3-8, non, dans ces boîtes-là? Ouais, mais moi, j'étais dans l'équipe du matin, j'avais qu'à lire mieux mon contrat. Ah ouais. Donc, elle m'a dit, t'as signé, le contrat, il est comme ça, t'es le matin. Elle m'a dit, t'es fragile le matin. Elle me disait, non, tu vas bosser, et puis. T'es du matin maintenant? Je pense que je vais devenir du matin. Pas encore totalement, et puis c'est pas très efficace encore chez moi, mais je suis sûr que je vais devenir du matin. Avec les années, sur la longue. Ah ouais. Ah putain, moi je suis pas du matin. Je vais devenir du matin, c'est sûr. J'irai au bois, à la pêche, mais quand je serai vieux, hein, je te parle de ça quand je serai très vieux. À 70 piges. Ouais, j'irai chercher le journal, je serai là avec le petit café au troquet. Non mais c'est vrai, à 6-7 heures du match, je lirai le journal. T'as déjà prévu ta journée type de retraité? Bah, je suis un pantouflard, moi je suis un traîneur, hein, je suis un casanier. Tu peux me laisser 5-6 heures devant l'ordi à mater des vidéos YouTube, à regarder un match de foot, un match de baseball, de basket. Moi je peux rester dans un canapé toute une journée, moi. Tu joues encore un petit peu aux jeux vidéo? T'as le temps? De moins en moins. En fait, même plus ça avance, plus j'ai laissé de côté. Putain, franchement, à part FIFA que je conserve un peu, mais j'ai pas de console avec la délicieuse, hein, pas trop de console. Un petit peu de Kingdom Rush quand je prends le train vite fait. Hein. Non, je suis beaucoup moins. Hein. Il y a une époque où je ponçais les jeux vidéo, puis après, ben, ça c'est limité, quoi. J'ai raté Fallout là, il y a pas longtemps, c'est une erreur. T'as joué à quoi? Fallout 4. Ah bah tu vois, ouais, mais ça c'est nouvelle génération, ça. Ouais. C'est une très grosse erreur d'avoir fait ça. Puis quand tu te fous là-dedans, t'en ressors pas. Hein. Ah là, c'est chiant. Et puis ça te nique la vie. Hein. Ah là, c'est des journées entières qui passent. Genre... Donc t'as ça, plus les algos TikTok, ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Non, je suis pas sur les réseaux, je perds pas mon temps avec ça. Enfin, pas que je perds pas mon temps, mais je suis très peu sur les réseaux. Vraiment, j'y vais parce que j'ai besoin d'y aller, mais pour le taf, tu vois. Mais j'y vais pas par distraction, quoi. Tu vois, je suis pas. J'ai grandi sans cette époque-là. Je suis un tout petit peu plus vieux que toi et j'ai grandi sans ce truc-là. C'est un train que j'ai pris en marche et j'ai pris celui d'après, tu sais, le train de remplacement là. Ouais. Donc j'ai toujours été un peu à la bourre sur ces trucs-là et puis même simplement le côté privé des choses. Je suis très content que ma vie soit pas, tu vois, tu puisses pas déchiffrer ma journée stories par stories, tu vois, de savoir exactement ce que j'ai fait et tout. De temps en temps, je poste un truc, mais j'y suis pas plus que ça, quoi. Ça va. Bah, j'ai le même raisonnement que toi, mais je suis dedans, donc à un moment donné. Toi, t'es obligé. Mais voilà, je poste un peu, tu vois, genre. Mais j'en fais pas des caisses, hein. Je poste pas 50 000 trucs tous les jours, ouais. De temps en temps. Puis tu sais, des fois, il y a l'envie. Des fois, j'ai envie de faire 10 stories. Je suis dans le mood, je t'en fais une dizaine, je poste le bordel. Ouais. Puis après, j'en fais pas pendant 3 jours. Parce que j'ai pas trop envie. Puis des fois, j'ai envie. Tu vois, faut s'écouter un peu aussi là-dessus. Ouais, faut pas être esclave hein, des algorithmes. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais. Surtout quand t'as quand même un objectif après derrière de faire quelque chose avec. Donc ça c'est encore différent. Mais bon, merci à toi en tout cas, Jordi. Merci à vous pour l'invitation. Cette petite session, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer, de parler avec toi de plein de choses, et notamment de la vie. Je m'attendais bien à ça, en ayant vu un peu tes interviews et ce que tu avais fait avant. Donc, je savais qu'on allait avoir une discussion assez profonde là-dessus. Je suis content. C'est un peu le but de cette chaîne. Hein, c'est ce qu'on fait ici. Donc voilà. J'ai passé un bon moment aussi, très bien accueilli. Et puis au plaisir, tu vois. Eh ben écoute, tu reviens ici quand tu veux. Hein, le fauteuil est là, on se partage un kebab, on taille le bout de gras, y a pas de problème.
Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne de toute façon pour d'autres vidéos. Évidemment, restez branchés. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.